Bonjour à tous et bienvenue. On va attendre encore une petite minute que tout le monde se connecte et puis on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vous propose qu'on démarre. Donc bienvenue sur notre webinaire qui s'intitule Comment concilier production agricole et préservation de la biodiversité avec l'exemple de la production de miel de haute qualité. Donc on est un peu plus de 250 inscrits aujourd'hui. Donc merci pour votre intérêt et on va tout de suite démarrer. Donc déjà, je remercie nos deux intervenants du jour, donc Philippe Clément qui est agriculteur et apiculteur sur la ferme du Frais, qui viendra nous parler de ses pratiques du rôle de la biodiversité dans sa ferme, et Hervé Pic, donc, qui est technicien agri-environnement au Parc national des Cévennes et qui viendra faire un petit élargissement autour de cette question de la biodiversité. Et je remercie également Laura, ma collègue à la technique, de ce webinaire. Donc on est aujourd'hui en mode webinaire, donc vos micros et vos caméras sont coupés, mais vous avez la possibilité de poser des questions par écrit dans la petite rubrique Q&R qui se trouve en bas ou en haut de votre écran selon votre configuration. On vous demande bien de bien les poser vraiment dans cette interface Q&R. La partie conversation sera uniquement utilisée pour des problèmes techniques. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure des présentations et on aura un temps de réponse à la fin pour apporter des réponses à vos questions. Et certaines réponses pourront également être apportées par écrit au fur et à mesure des présentations. Donc on a prévu une présentation d'une quarantaine de minutes, suivie par un temps de questions-réponses à l'oral à la fin de ce webinaire. Et l'ensemble des documents, le replay de ce webinaire est enregistré et les sources vous seront également envoyées par email à l'issue de ce webinaire. Avant de démarrer, une petite présentation de Solagro. Donc cet événement il est organisé par Solagro dans le cadre de notre projet OSAE. Donc Solagro, c'est une entreprise associative qui œuvre depuis plus de 40 ans au service des transitions énergétiques, climatiques, agroécologiques et alimentaires. Donc on est une équipe pluridisciplinaire d'une soixantaine d'ingénieurs, énergéticiens, agronomes, sociologues, etc., qui abordent de manière systémique les défis qui pèsent sur le vivant et sur l'environnement. Donc les activités de Solagro couvrent une diversité de thématiques, parmi lesquelles notamment le développement de l'agroécologie et la prise en compte de la biodiversité en agriculture qui nous intéresse aujourd'hui. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter notre site internet. Et enfin, une petite présentation donc, de notre projet OSAE, Oser l'agroécologie. Donc, c'est un projet qui est porté par l'association Solagro depuis 2008 et qui vise à faire connaître les savoir-faire d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont engagés en agroécologie, avec notamment des exemples concrets et diversifiés d'exploitation et de pratiques qui répondent notamment aux 7 principes de notre fleur de l'agroécologie. Donc, ce sont aujourd'hui plus de 60 témoignages de fermes qui sont sur notre site internet et qui retracent un peu les parcours et les systèmes des agriculteurs qui ont bien voulu nous parler de leurs pratiques et de leurs fermes. Vous trouvez également des vidéos, des actualités régulières, des ressources techniques en libre accès. Donc, n'hésitez pas à aller vous promener sur notre site pour découvrir toutes les informations qu'on peut y trouver. Et donc, pour passer tout de suite la main à nos intervenants, on est aujourd'hui dans un contexte de crise de la biodiversité et de changement climatique. Donc, la question qui se pose, c'est comment concilier production agricole et préservation de la biodiversité? Et inversement, quel rôle et quel service la biodiversité peut-elle rendre à la production agricole?
Donc c'est ce à quoi nous allons tenter aujourd'hui d'apporter quelques réponses. Donc je laisse tout de suite la parole à Philippe, de la ferme du Freis, qui va nous présenter sa ferme. À toi Philippe. Oui, merci Amélie. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Philippe Clément, donc je suis installé sur le Cosméjean avec ma femme Sarah depuis personnellement une quinzaine d'années. Ma femme s'était installée en 2002. Donc c'est une ferme qu'on a pour ainsi dire créée de toutes pièces puisqu'elle était abandonnée depuis 1960 avec un bâti et 220 hectares autour. Donc on a repris tout ça, c'était en ruine. Sarah avait déjà avant cela débuté une première installation, si on peut dire, avec un atelier d'apiculture. Et donc le projet de vie, c'était de développer avec un élevage de brebis, puisque c'était sa passion. Et donc moi, je l'ai rejoint sur la ferme donc 15 ans plus tard, sachant que j'ai travaillé donc dans les chambres d'agriculture et en SAFER, donc en tant que technicien. Voilà, donc on a développé sur cette exploitation tout d'abord un élevage au vin. Donc, on peut peut-être revenir à la première photo, à celle d'avant même, peut-être, on n'a pas, voilà. Donc, avec la production d'agneaux bio. Donc, avec au tout début, c'était de la vente directe, puis on est passé maintenant en groupement. Avec aussi une activité de transformation de petits fruits, puisque moi je suis originaire des Cévennes et on avait pas mal d'anciens vergers plus ou moins abandonnés qu'on a remis en état, donc qui aujourd'hui produisent beaucoup et qui nous permettent de faire des confitures et du jus. On a également développé la vente de miel, donc labellisé Esprit Parc ou non pour certains. Donc là, c'est quelque chose qui est aussi de famille, puisque de plusieurs générations, on est apiculteur dans la famille. On est passé maintenant en professionnel. Moi, j'ai débuté en tant qu'amateur. Voilà, donc c'est un métier passion et donc tous les deux avec Sarah, donc on a la passion des abeilles et on a beaucoup aujourd'hui développé cette activité-là, puisque quand même la demande en miel de qualité est importante. Voilà, puis quelques cultures bio aussi, donc qui sont peut-être à développer dans l'avenir, puisque on a quelques soucis sur les activités d'élevage avec le loup aujourd'hui. Donc voilà, on réfléchit peut-être à développer sur des cultures peut-être de céréales ou autres pour compenser ces problématiques. Donc pour la suite, vous avez quelques photos du COS. Voilà, donc vous voyez, c'est un plateau calcaire, un plateau d'altitude qui est à 1000 mètres, donc avec énormément de surface non cultivable. On est à peu près à entre 10 et 20% de surface de culture. Le reste, c'est des parcours. Donc, ils sont valorisés par essentiellement jusqu'à présent des moutons, même si aujourd'hui la tendance est plutôt au remplacement des moutons par les bovins. Et donc aussi un terrain qui est favorable à l'activité d'apiculture, puisqu'on a quand même une flore qui est très intéressante, tant au niveau des espaces sauvages dans les parcours que dans les cultures, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de champs de sainfoin qui produisent un miel très intéressant. Voilà, on peut passer. Voilà, donc là, vous avez un peu le détail des activités qui sont conduites sur la ferme. Donc, tout d'abord, un élevage au vin-viande, donc qui est quand même la base de l'exploitation au départ. Donc, avec 160 brebis mères, on produit entre 180 et 250 agneaux par an, donc qui sont valorisés en bio. Alors, jusqu'à présent, donc, toutes ces bêtes sortaient pour une alimentation qui était principalement sur les parcours, mais depuis l'arrivée du loup, ça a tout chamboulé et malheureusement, on est contraint aujourd'hui de laisser les animaux beaucoup plus dans les bâtiments, voilà, pour des problèmes de prédation, des problèmes de surcharge de travail aussi que ça entraîne. Donc aujourd'hui, tout est un peu bouleversé. On était jusqu'à présent un peu dans un rythme de croisière où on avait trouvé un peu nos marques et
et tout était bien organisé, puis le loup a vraiment, au niveau de l'organisation, tout chamboulé. On a sur les 220 hectares, 24 hectares qui sont cultivés. Donc là, on fait essentiellement, c'est des prairies temporaires qui sont fauchées donc, pour l'alimentation des brebis. Et on fait donc tous les 4-5 ans une rotation avec 2 années de céréales, donc orge, blé ou seigle, qui sont aussi destinés à l'alimentation du troupeau. Très peu d'achats d'intrants. On achète un peu de paille pour la litière, un peu de fumier composté et des fientes de poule aussi pour fertiliser les prairies et les céréales. Mais sinon, il n'y a aucun achat de produits phytosanitaires et sur le COS, il n'y a pas d'irrigation puisque c'est un plateau calcaire, donc pas de ruisseau, pas de point d'eau pour irriguer, donc voilà. Ensuite, l'activité qu'on va développer un peu aujourd'hui, c'est l'apiculture. Donc, comme je vous disais, Sarah avait débuté avec une centaine de ruches. Aujourd'hui, on est à environ 250 ruches, 300 ruches. Donc, avec à peu près les 3/4 qui produisent, donc 200 ruches en production, un tiers qui sont en rucher fixe, donc qui ne bougent pas. Donc ça, c'est plutôt des ruchers qui sont en moyenne montagne, situés entre 800 et 1000 mètres, plutôt sur les Cévennes d'ailleurs, plus que sur le COS. Et on a à peu près 2 tiers donc, des ruches qui transhument, donc qui se déplacent d'un rucher à l'autre en fonction des floraisons et des altitudes, bien sûr, tout au long de la saison. On a aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, une activité de transformation de fruits, donc que ce soit des pommes, poires, petits fruits, et puis on fait aussi un peu de cueillette sauvage, donc tout est transformé avec une valorisation en confiture ou en jus de fruits. Voilà, on peut passer donc à l'atelier apicole. Donc 250 ruches, donc un tiers rucher fixe, 2 tiers transhumants, donc ce qui nous permet de produire des miels qui sont très différents. Je vous les présenterai un peu tout à l'heure. Donc une production moyenne, alors ça c'est difficile à dire puisque c'est très variable d'une année à l'autre. Notre objectif c'est de faire 20 kg de miel par ruche. Voilà, c'est un peu ce qu'on s'est fixé, donc 4-5 tonnes de miel par an. Alors sachant que bien sûr d'une année à l'autre, les conditions climatiques font que les productions sur le COS ou sur les Cévennes sont totalement différentes, donc on essaie d'avoir quand même un minimum de stock pour anticiper ces problèmes de climat qu'on ressent de plus en plus. Jusque dans les années 2000, on avait des productions qui étaient quand même plutôt régulières, et puis on voit aujourd'hui que il y a certains secteurs, et en particulier d'ailleurs les secteurs comme le COS-Méjean, où on a des productions qui s'effondrent. Voilà, pour l'anecdote, on avait des ruchers qui, dans les années 90-2000, produisaient 30 kg de miel à la ruche, un rucher fixe, et aujourd'hui, on est à zéro. Quoi. Il y a toujours les fleurs, mais il n'y a plus de récolte. Un prix de vente qui est très correct puisqu'on valorise tout en vente directe ou en demi-gros. Donc, voilà, une moyenne de 20 € le kilo, donc 15 à 30 en fonction bien sûr des miels qui sont produits, puisque certains sont quand même assez rares. Et on produit donc aujourd'hui 12 miels différents, donc 6 ou 7, je crois, qui sont estampillés Esprit Parc des Cévennes. Donc, alors, tous ne le sont pas parce qu'en fait, il y en a une partie qui sont où les ruchers sont implantés sur des communes qui n'adhèrent pas au parc et ça nous pénalise un peu, sinon ils pourraient tous l'être aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on peut avancer. Voilà, donc là vous avez un petit calendrier donc qui n'est pas très lisible, mais qui représente en gros les différentes mielées tout au long de la saison. Donc les mielées, en fait, c'est la production de nectar par les fleurs, plus la production aussi de miela par les pucerons, puisqu'on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de miela sur certaines plantes ou sur certains arbres, une production qui a d'ailleurs plutôt tendance à augmenter avec
le changement climatique et le réchauffement climatique en particulier. Donc, qui compense en partie donc, la baisse de production par les fleurs. Voilà, du coup, on a des ruchers qui suivent un peu toutes ces mielées, toutes ces floraisons. Donc, on débute avec le thym au mois d'avril, avril-mai. Ensuite, on va monter sur l'Écosse avec des floraisons de fleurs sauvages, de sainfoin, d'aubépine. Ensuite, on passe plutôt sur le secteur Cévennes avec du châtaignier, et puis on finit en montagne, souvent donc avec des miels diversifiés de ronces, de framboisiers, miel de bruyère également. Voilà, donc une année qui est riche pour nous, puisqu'on a la chance d'avoir un territoire qui est très diversifié, avec des altitudes de 400 à 1400 mètres. Donc, voilà, un étagement des floraisons qui nous permet de faire des récoltes très différentes, et en faisant malgré tout relativement peu de kilomètres. Voilà, sachant que c'est quand même des floraisons qui sont restreintes, donc on n'a pas bien sûr les rendements qu'on pourrait espérer sur des zones de culture comme sur du tournesol ou du colza. Mais bon, la qualité quand même compense largement la moindre production en hectare. Voilà, on peut continuer. Alors, un élément important qui nous permet aujourd'hui un peu de contrebalancer le problème de perte justement de ressources pour les abeilles, ça a été d'implanter des arbres et des haies, en particulier donc sur l'exploitation. Alors c'est vrai pour notre exploitation, mais c'est aussi vrai pour les exploitations où on pose les ruches, hein, puisqu'on est quand même aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs à être conscients de l'intérêt des haies. Donc il y a quand même sur le département beaucoup de haies qui ont été conservées, hein, qui sont aujourd'hui présentes, qui permettent d'avoir une ressource très diversifiée en termes de pollen essentiellement. C'est vrai que c'est important pour justement que les ruches puissent se développer très tôt au printemps et puissent aussi se maintenir l'été et l'automne, donc avec une flore diversifiée. Les haies, c'est peut-être pas la ressource principale pour nos abeilles, mais c'est à certains moments une ressource essentielle. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors, personnellement, moi, je suis passionné par la plantation d'arbres. Donc, depuis tout petit, je plante des arbres. J'ai d'ailleurs plusieurs forêts sur les Gouales et sur l'Aveyron. Donc, voilà, je suis très sensible à cette relation entre abeilles et arbres ou arbustes. Et donc, ça nous a amené, avec différents programmes, donc, à planter et à renforcer des haies qui étaient présentes sur l'exploitation, avec des résultats qui ont parfois été mauvais, je dirais même, j'aurais dit mitigés, mais c'est vrai que pour certaines parcelles, enfin certaines parties de haies, le résultat n'a pas été là. Donc il y a eu, après toute une analyse quand même de fait par rapport à cette problématique de choix des plants, de choix des pépinières aussi, donc qui permettent d'avoir après des résultats qui sont adaptés au terrain, sachant que sur le COS, on a des conditions qui sont parfois extrêmes. Voilà, donc moi, ce qui m'a le plus satisfait, c'est des plants que je récupère un peu partout dans mes forêts, en bord de route, et que j'implante dans les haies existantes, voilà, qui ont des taux de reprise avoisinant les 100%, alors que les plants de pépinière, malheureusement, on est parfois en dessous des 20 ou 30%. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important et qui mérite d'être analysé pour que tous ces projets de plantation de haies vraiment soient pérennes et aient vraiment un impact positif pour l'avenir. Ensuite, il y a un point sur l'implantation d'espèces mellifères dans les cultures. Je vous l'ai cité tout à l'heure, le sainfoin, c'est une plante qui est très intéressante pour les brebis, qui est très appétante, mais qui est aussi très intéressante pour les abeilles, qui produit énormément de miel. Donc aujourd'hui, dans 100% de mes prairies temporaires, donc il y a une part de sainfoin. Donc
avec des variétés différentes, donc qui permettent aussi d'avoir des floraisons étagées sur quasiment 3 semaines, un mois. Donc, c'est une ressource très intéressante. Après, je citerai une autre plante, la facélie, que j'utilise aussi beaucoup. Alors, j'en mets un petit peu, je dirais, dans les céréales. Donc, ça permet d'avoir une petite floraison complémentaire donc dans le mois de juin-juillet pour les abeilles. Et puis, j'en mets en intérêt aussi des fruitiers. Donc, c'est une plante qui est très intéressante, qui permet donc une ressource très importante. Et la preuve en est, c'est que même si on a des surfaces qui sont vraiment très très faibles en facélie, quand on fait des analyses de miel, on le retrouve quasiment systématiquement. Donc on voit bien l'attirance des abeilles pour cette plante. Voilà, ensuite la fauche tardive, ça c'est quelque chose qu'on faisait avant mais qu'on ne fait quasiment plus parce qu'aujourd'hui on a tellement de problèmes de coups de chaud que si on fauche trop tard, ben, le foin il ne vaut plus rien. Donc on est, par exemple l'année dernière, on a eu un coup de 35 degrés donc fin juin et il a fallu faucher tout en urgence pour éviter que les prairies ne grillent trop. De toute façon, même si on aurait attendu, les prairies auraient été grillées, donc plus d'intérêt pour les abeilles. Donc voilà. On essaie aujourd'hui, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très, très, très difficile à faire, très difficile à conseiller pour les agriculteurs parce que ça peut être aussi très néfaste pour la qualité du foin. Donc, moi, des fois, je préfère presque faucher tôt et avoir une repousse de trèfle blanc derrière qui va apporter une floraison intéressante aux abeilles début juillet. Voilà, donc des fois la fauche précoce peut être aussi bénéfique aux abeilles. Donc il faut relativiser un peu, à mon avis, cette problématique-là. Un élément important, c'est la fauche de nuit pour tout ce qui est prairies fleuries, hein, donc en particulier les sainfoins. Donc ça, je fais faire la fauche, mais l'entreprise qui vient faucher chez moi sait qu'il faut faucher la nuit pour éviter de détruire les abeilles. Ça a des conséquences très importante sur les butineuses si on fauche la journée. Donc ça, c'est un message qu'on essaie de faire passer aussi aux agriculteurs pour qu'ils évitent donc d'écraser les abeilles dans les machines de fauche. Et bien sûr, culture sans produits phyto. Donc ça va de soi. On est en bio, nous, sur la totalité des surfaces. Et on a des abeilles partout. Donc voilà, on ne va pas mettre des cochonneries dans la nature. Et il y en a assez. Et c'est un peu ce qui fait qu'on a aussi peut-être des miels de haute qualité. Alors, j'avais jamais employé ce terme de haute qualité. Ça me fait plaisir de voir ça, mais voilà, des miels de qualité, c'est sûr. Grâce à un environnement riche et préservé, c'est vrai aussi, même si on fait quand même très attention des emplacements, donc pour éviter des contaminations. Voilà. Mais malgré ça, malgré tout, on a quand même des problématiques de mortalité. Nous, on a une intoxication l'année dernière suite à une désinsectisation de bergerie. Voilà, on ne maîtrise pas tout parce que les abeilles vont très loin, elles vont à plus de 3 km. Elles vont butiner ou boire des jus de fumier très très loin. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri. Voilà, le dernier schéma, c'est un peu pour vous montrer donc la complémentarité entre toutes les activités qu'on développe sur l'exploitation, même si je vous dis bien qu'aujourd'hui, le loup a un peu tout chamboulé. Hein. C'est vrai que on avait un calendrier quand même qui était bien chargé, des journées en étaient bien chargées, donc jusqu'à présent, les ovins donc, pâturaient dans des parcs électrifiés donc, et demandaient peu de travail l'été. Donc ça nous permettait quand même d'avoir une grosse activité sur les vergers et sur l'apiculture. Donc aujourd'hui, il faut s'occuper des brebis quasiment tous les jours, jour et nuit même. Voilà, du coup, on a embauché du monde, mais malgré tout, ça complique un peu. Et voilà, et donc je pense qu'il faut être conscient que par rapport aux pollinisateurs, qu'ils soient sauvages ou abeilles domestiques,
en fait, chaque activité a un impact des fois qu'on ne juge pas ou qu'on ne pense pas avoir. Par exemple, je parlais de la fosse du Saint-Voué en pleine journée. Voilà, donc c'est plein d'éléments comme ça qui font qu'aujourd'hui, peut-être, on a un problème sur les pollinisateurs et sur la survie des abeilles. Voilà, je pense qu'on pourra revenir sur certains points par rapport à vos questions en fin d'intervention. Merci. Merci beaucoup Philippe pour ton intervention qui était très riche. Et effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique QR et on pourra y répondre tout à l'heure. Et du coup, on enchaîne tout de suite. Je te donne la parole, Hervé, si tu souhaites continuer. Oui, très bien, merci. Bonjour à tous et tous. Hervé Pic, agent du Parc national des Cévennes. Je suis technicien agri-environnement sur le massif Cosses-Gorges, dans le service développement durable du Parc national et au pôle agri-environnement. Donc, mes missions à moi, c'est déjà la relation avec le monde agricole, tisser des liens et maintenir une relation avec le monde agricole. Bien sûr, la réglementation, l'instruction des dossiers en lien avec les travaux agricoles. Je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur la réglementation. Et puis, la mise en œuvre de tous les outils de développement durable à l'échelle des exploitations, que ce soit sur des programmes nationaux ou des programmes ou de l'expérimentation plus locale. Donc, pour partir un petit peu d'en haut, le parc national des Cévennes, c'est le seul parc national métropolitain de moyenne montagne qui couvre une partie des départements de la Lozère et du Gard, donc plus de 120 communes. Donc, le territoire du parc national, c'est 3120 km², dont 938 km² de zone cœur, donc la zone où s'applique la réglementation parc. Donc l'aire d'adhésion d'un côté, où il n'y a pas de réglementation, mais où on a en fait des projets avec les communes, c'est plutôt un territoire de projet, et puis la zone cœur qui est la zone préservée avec sa réglementation. Donc 938 km², oui, ça fait 93 800 hectares. Ça parle peut-être un peu mieux en hectares à certains, voilà. Donc le parc national est découpé administrativement en 4 massifs. Moi, je vous ai dit que j'étais sur le massif Cosses-Gorges, donc il y a le massif Mont-Lozère, le massif Mont-Aigoual, les vallées Cévenols et le massif Cosses-Gorges. Donc sur chaque massif, on a une antenne avec une équipe de garde-moniteurs, des techniciens thématiques, comme moi sur l'agri-environnement, et j'ai ma collègue qui travaille sur la forêt, des collègues aussi, des techniciens thématiques sur tout ce qui est accueil et sensibilisation, architecture, etc. Donc voilà, sur chaque massif, une antenne avec des agents. Donc le parc national des Cévennes, c'est une grande diversité liée déjà au relief. Le territoire du parc part dans le Gard au point le plus bas à 200 mètres d'altitude et monte jusqu'à quasiment 1700 mètres au sommet de Finiels sur le mont Lozère, avec des entités géologiques très différentes également. Les massifs cristallins, notamment donc le mont Lozère avec le granit. On va retrouver des schistes, des gneiss dans les vallées Cévenols, bordure du mont Aigoual également. Et puis après, les milieux karstiques, les cosses, en milieu calcaire, cosses et gorges. Donc cette grande diversité de milieux, de reliefs, de socles géologiques, amène aussi une grande diversité de biodiversité dont on parlera tout à l'heure. Alors, une des particularités du parc national, c'est également, on peut rester sur la diapo d'avant, s'il te plaît, c'est aussi la présence d'activités humaines. Dès la création du parc, on avait beaucoup d'activités agricoles et pastorales en place, des activités forestières également, des activités cynégétiques et beaucoup d'activités touristiques. Alors, des activités cynégétiques, on est un des rares cœur de parc où il y a une partie du cœur qui est chassée. C'est historique également sur le parc national des Cévennes. Donc,
voilà, une des grosses particularités du parc national, c'est voilà, beaucoup d'activités en cœur de parc et donc une nécessité de trouver des solutions pour préserver les enjeux dont on est garant avec ces activités voilà, présentes. Donc les grandes missions d'un parc, c'est comme tous les parcs nationaux, hein, déjà connaître, donc recenser, inventorier, développer la connaissance sur le territoire, protéger le patrimoine présent euh, et ensuite l'accueil et la sensibilisation du public, et puis mettre en œuvre des politiques de développement durable sur le territoire, en lien avec les activités. Pour la suite, du coup, alors, effectivement, on a, comme dans tous les parcs nationaux, c'est des territoires un petit peu d'exception, une biodiversité remarquable et patrimoniale. Donc, globalement, ici, on a plus de 168 types d'habitats naturels différents, dont 74 qui relèvent de la directive européenne, la directive Habitat, hein, donc des habitats d'intérêt communautaire à forte valeur patrimoniale. Donc, une diversité d'habitats forestiers, hein, comme j'ai illustré ici, d'habitats humides, hein, des tourbières jusqu'aux bas-marais alcalins, des milieux également souterrains. On n'y pense pas souvent, mais on a une grande diversité ici aussi de milieux souterrains et puis une grande diversité de milieux ouverts avec tout cet historique pastoral sur le territoire du parc. Donc pour la faune, c'est plus de 2400 espèces. Pour la flore, 2250 espèces de plantes à fleurs, mais également 790 espèces de mousses et fougères. Plus de 1000 espèces de lichens et plusieurs milliers d'espèces de champignons. Donc voilà, une diversité qui est encore en cours d'inventaire, hein, même si on commence à avoir une idée quand même assez claire de tout ce qu'on a sur le territoire, mais on continue à inventorier et à découvrir voilà, des espèces régulièrement. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à la partie Méjean, donc Cosméjean, donc ces grands paysages ouverts que vous connaissez, que en gros, donc Philippe le disait tout à l'heure, hein, c'est le Cosméjean, c'est un vaste plateau karstique, donc un plateau calcaire sans eau de surface, hein, on n'a pas de cours d'eau, on n'a que des points d'eau ponctuels et temporaires, donc ça c'est une particularité aussi d'Écosse. Donc, ces paysages ouverts qui s'y ont un passé millénaire, hein, puisque voilà, on a une évolution qu'on a pu retracer, notamment du cos méjean, dans sa physionomie actuelle. En fait, on part d'un cos qui était à l'arrivée de l'homme sur ces terrains-là plutôt boisés. Voilà, une succession de boisements et de clairières. Et au fil du temps, depuis le néolithique où l'homme a mis le pied sur le cos méjean, au fil du temps, une ouverture du milieu par des déboisements qui sont pratiqués de façon un peu intensive à partir de l'âge des métaux et avec l'installation progressive de l'agriculture céréalière et de l'élevage sédentaire. Donc on passe au fil des millénaires d'un paysage voilà, de cos en partie boisé à celui qu'on connaît aujourd'hui, qui est un cos, on va dire pour certains secteurs, un cos nu, voilà, où on a ces paysages stépiques très ouverts. On peut passer à la suite. Donc, l'environnement du cos méjean, c'est comme je vous le disais, vraiment ce caractère stépique, hein, c'est ces milieux de parcours qui sont dominants sur le cos méjean, mais on a également des milieux rocheux, hein, que ce soit avec les falaises calcaires qui bordent et les grandes gorges qui bordent le cos, et puis également des milieux ponctuels, notamment les lavognes, des milieux d'eau temporaire qui amènent aussi une grande richesse. Donc on a une flore diversifiée patrimoniale avec une trentaine d'espèces de fleurs endémiques d'Écosse, notamment un riche cortège d'orchidées, plus de 50 espèces,
et également nombreuses espèces messicoles, donc reconnues à l'échelle européenne, puisque en fait ces espèces qui sont liées aux cultures extensives de céréales d'Écosse ont une histoire, hein, puisque voilà, les agriculteurs du COS réutilisent depuis des siècles leurs semences. Les cultures sont plutôt extensives, donc ça favorise un cortège d'espèces très diversifiées au sein des cultures de céréales. Et ça, c'est un peu une exception voilà, à l'échelle nationale et même européenne pour le COS méjean. On a également une faune en lien avec ces milieux ouverts, hein, on a au premier plan les vautours, très liés au monde de l'élevage également, hein, et un cortège d'espèces d'influence méditerranéenne, notamment plusieurs espèces de fauvettes méditerranéennes, certains orthoptères aussi, et certaines espèces qui sont ici en limite nord d'aire de répartition. Je vous parlerai par exemple tout à l'heure de la pigrièche méridionale. On est vraiment sur les couples les plus au nord de toute l'aire de répartition mondiale pour certaines espèces. Donc on va faire un focus pour la suite un petit peu sur ces habitats remarquables et sur ces espèces. Donc j'ai sélectionné quelques voilà, habitats vraiment identitaires du COS et patrimoniaux. Donc bien sûr les pelouses sèches d'allure stépique d'Écosse, donc qui se développent sur des sols très secs, très maigres et rocailleux, hein. C'est une végétation éparse et rase, comme vous le voyez sur la première photo. Donc, c'est ce qui constitue la majorité des parcours sur le COS, hein, où s'alimentent les brebis. Et c'est un petit peu le caractère original du COS, ce paysage un peu lunaire, très ouvert. Alors, il faut savoir que ces prairies, ces pelouses stépiques accueillent également, voilà, on le voit sur la deuxième photo, une flore très diversifiée dont on parlera tout à l'heure. Dans les stations avec un sol un petit peu plus profond, notamment les dolines, les zones d'accumulation de matériaux, on va retrouver un faciès de pelouse différent qui est le Mésobromion d'Écosse, donc caractérisé par la dominance des graminées et notamment du brome. Donc là, on est plutôt sur les secteurs qui sont traditionnellement utilisés pour produire ou du fourrage ou historiquement des céréales, puisqu'on a voilà, un sol qui peut aller de quelques dizaines de centimètres à plus d'un mètre de profondeur, hein, alors que dans les parcours, on est vraiment sur un sol superficiel de quelques centimètres avec des cailloux un petit peu partout. Donc Mésobromion d'Écosse, qui est là aussi un habitat d'intérêt communautaire, voilà, présent plus ponctuellement sur le COS, mais à très forte valeur patrimoniale. Donc c'est notamment ces secteurs-là qui sont des secteurs riches en orchidées. Donc sur la diapo suivante, on a ensuite du coup les pelouses sur dalles et débris rocheux qui sont l'habitat où se développent les chenilles d'Apollon, hein, l'habitat de ponte de l'Apollon. On en reparlera tout à l'heure, un papillon de grande taille. D'intérêt patrimonial également. Donc ces formations très rases et écorchées sont principalement dominées par les sédums et également un cortège de lichens et de mousses. Et là, on est directement sur les premiers stades de colonisation de la roche, quoi. Donc on retrouve ces habitats par tâches éparses sur le COS méjean. Ça peut être des dalles de plusieurs dizaines de mètres carrés ou alors de quelques dizaines de centimètres carrés selon les secteurs. Et ensuite, un dernier habitat naturel que je voulais mettre en lumière aussi, qui est donc un habitat d'intérêt communautaire également, qui sont les prairies de fauche, entretenues par des pratiques de fauche, des amendements exclusif aux fumiers, hein. Donc ces prairies de fauche sont généralement une évolution du mésobromion due aux pratiques de fauche, donc dans des secteurs avec effectivement un peu plus de fond là aussi, et où on va retrouver un cortège de graminées dominants, mais également beaucoup d'espèces et une grosse diversité de plantes à fleurs. Donc on va passer maintenant d'un
peu plus près aux espèces. Donc, je vous disais une flore patrimoniale. Donc, on peut citer par exemple l'adonis de printemps qu'on a en photo là sur le milieu, ces grosses fleurs jaunes. Donc, c'est une espèce donc, qui fait partie des renonculacées et qui est présente en France sur l'Écosse du sud du Massif central. Là, on est vraiment Aveyron-Lozère, limite Gard. Et ce qui constitue 80% de la population française de cette espèce, qu'on va retrouver ensuite exclusivement un petit peu en Alsace et un petit peu dans le Var. Voilà, donc une espèce pour laquelle on a une forte responsabilité à l'échelle locale. L'Ophrys démonin, qui est une espèce endémique d'Écosse, donc on retrouve exclusivement en Aveyron et en Lozère, ici, sur les pelouses steppiques d'Écosse. Donc une petite orchidée avec un label en forme d'insecte, hein, c'est la 3e photo en partant de la gauche en bas. Donc une espèce vraiment liée aux cosses méridionaux chez nous. La scorzonère pourpre, qui n'est pas illustrée ici, qui est donc une astéracée qui est présente à l'échelle française exclusivement sur les 4 départements de la Lozère, du Gard, de l'Hérault et de l'Aveyron. C'est une espèce qui est beaucoup plus présente dans l'est de l'Europe, dans les grandes zones, là aussi, de pelouse steppique. Donc, pour ces espèces-là, voilà, on peut citer également la gentiane de Coste, où là, on est encore sur une niche plus restreinte, puisque c'est principalement le cosméjean et un petit peu la bordure aveyronnaise. Donc, c'est en fait une sous-espèce de la gentiane de l'Écluse qui est exclusivement présente localement. Pour la faune, eh bien évidemment, il y a la guilde des vautours, hein. On a 4 espèces présentes ici. Le vautour fauve, qui a fait l'objet d'un programme de réintroduction dans les années 70, même avant la création du parc. Et on est actuellement à un gros millier de couples à l'échelle des Grands Cosses. Le vautour moine qui est présent, qui a été réintroduit à partir des années 80, le vautour percnoptère qui est revenu tout seul, et le gypaète barbu qui bénéficie d'un programme de réintroduction actuellement. Donc, je vais citer également le crabe à bec rouge, qui est une espèce présente sur le Massif central exclusivement sur les secteurs des Cosses. Qui est un corvidé, vous le voyez là sur une photo à gauche avec un bec rouge, donc une espèce très liée aux activités pastorales, lui aussi, c'est une espèce qui se nourrit principalement des insectes comme les bousiers, hein, des espèces qui sont liées aux excréments animaux. Donc on va le retrouver nicheur dans les falaises en bordure d'Écosse, et la journée il vient s'alimenter au milieu des troupeaux de brebis sur le cosméjean. Donc espèce patrimoniale là aussi pour lesquelles on a une forte responsabilité. La pie-grièche méridionale, je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est une espèce de pie-grièche, c'est la photo la plus à droite en bas, qui à l'échelle mondiale n'est présente qu'en Espagne et dans le sud de la France. Une espèce qui est plutôt en régression, même si chez nous elle se porte plutôt bien. On a une 40aine de couples sur le cosméjean, une 20aine sur le cos de Sauveterre, et là sur le cos de Sauveterre, juste au nord, c'est les couples les plus au nord de toute l'aire de répartition mondiale. Voilà, donc le Dicneum criard aussi, qui est une espèce des milieux très ouverts, on va le retrouver en bordure des cultures, hein, culture de céréales extensive, ça lui va bien, et dans les pelouses steppiques. Je vous ai dit tout à l'heure un cortège de fauvettes méditerranéennes. Il y a notamment la fauvette à lunettes, hein, qui est liée à des landes basses présentes chez nous dans des secteurs où le buis recolonise certaines parcelles. Voilà, donc on a une petite population de fauvettes à lunettes présente ici. Le pipit rousseline également, qui est une espèce steppique qui niche au sol, donc caractéristique de ces pelouses steppiques.
Je vous parlais tout à l'heure de l'Apollon qu'on a ici en photo à gauche, donc ce papillon de grande taille, qui est un papillon d'altitude et donc présent principalement en France entre 1000 mètres et 2000 mètres d'altitude, donc caractéristique des massifs montagneux et lié aux dalles à sédum, hein, ces dalles à orpin, donc ce micro-habitat sur lequel les adultes vont venir pondre leurs chenilles. On a également parmi les insectes plusieurs criquets endémique d'Écosse, notamment l'Arciptère sévenol, hein, qui est illustré à côté de la pigrièche méridionale là, sur la droite, qui est un criquet vraiment lié aux pelouses stépiques très écorchées et présent voilà, exclusivement à l'échelle d'Écosse, Aveyron, Lozère. Et on a également, alors ça a été mis un petit peu plus en lumière ces dernières années dans le cadre notamment du live pollinisateur, où on a mené des études de recensement des pollinisateurs et notamment des abeilles sauvages, hein, tous les hyménoptères apiformes. Et donc, on a un cortège chez nous qui est très diversifié, puisqu'on est à 115 espèces présentes sur le territoire du parc, dont 67 d'intérêt patrimonial. Et donc, je vous en ai du coup mentionné quelques-unes. Alors, pour beaucoup, non pas de noms français, hein, c'est simplement des noms latins. Et on a notamment Eucera breviceps, qui est une espèce qu'on retrouve essentiellement ici sur le Cosméjean et qui a disparu de beaucoup de secteurs en France. Voilà, donc un cortège d'abeilles sauvages qu'on continue à étudier, à inventorier, mais qui est assez caractéristique de ces grands paysages d'Écosse. Donc, en lien avec toute cette biodiversité et ces habitats d'intérêt patrimonial, le parc a des missions de protection et effectivement, donc on a notre réglementation qui permet en zone cœur, voilà, de protéger par un régime dérogatoire d'autorisation et de protéger ces espèces et ces habitats. Et on met également en place de nombreux programmes et expérimentations pour travailler avec le monde agricole sur une meilleure prise en compte justement de cette biodiversité. Alors parmi les différents programmes, donc il y a le programme Milouve qui a été qu'on a mis en place dans les années 2012-2015, donc avec 31 exploitations qui ont été suivies à l'échelle du territoire, principalement sur le Cosméjean. Donc là, c'était des diagnostics d'exploitation, hein, de systèmes pastoraux, dans un objectif de mettre en place des mesures d'amélioration du pâturage en lien avec la biodiversité. Donc, 31 exploitations avec des diagnostics et qui ont été accompagnées pendant plusieurs années pour des changements de pratiques, des refonds de parcours, de l'optimisation des pratiques pastorales. Donc, un programme qui a été très bien accueilli, puisque là, justement, on est vraiment dans notre rôle d'amener de la technique, d'amener des outils aux éleveurs pour des améliorations qui servent aussi bien pour la valorisation des produits que pour la préservation de la biodiversité. Donc, bien évidemment, on est aussi les relais locaux pour les mesures agro-environnementales et climatiques, hein, les MAEC. Donc, sur la dernière campagne, on a mis en place sur le Cosméjean, avec plusieurs exploitations, des contrats qui étaient là particulièrement ciblés sur la conservation des espèces et habitats pour l'Apollon et la pigrièche méridionale. Donc là, ça peut être aussi bien donc, des financements pour des maintiens de pratiques qui sont déjà des pratiques vertueuses et qui favorisent ces espèces-là, ou alors en plus des plans de gestion, des améliorations de l'habitat, avec notamment pour la pigrièche méridionale, des actions de coupe de pins qui colonisent les parcours sur certains secteurs avec des éleveurs. Je
Je vous parlais expérimentation. On a aussi un programme depuis plusieurs années qu'on a lancé d'expérimentation de duplication de prairies naturelles, puisque les prairies naturelles, notamment les prairies naturelles de Foch, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est voilà, un habitat qui est relativement restreint à l'échelle du parc et qui est sous pression avec les changements qui sont vécus dans les structures agricoles, dans les exploitations. Philippe en parlait tout à l'heure, avec des besoins de fourrage qui augmentent. Donc là, on a expérimenté et on commence à développer donc de la duplication de prairies naturelles. Le projet, il est vraiment de trouver des éleveurs qui ont des prairies naturelles de Foch, de pouvoir récolter de la semence sur ces prairies naturelles pour ensuite transférer et remettre en place ce cortège d'espèces sur des parcelles voilà, qui étaient ou alors avant en culture, ou alors en culture d'herbe, prairies temporaires, etc., pour en refaire voilà, des prairies plus résilientes hein, et avec des meilleurs supports de biodiversité également. Donc on a une exploitation sur le Cosméjean avec qui on travaille depuis 4 ans et où on a dupliqué une prairie et où on a projet de dupliquer une deuxième prairie peut-être l'année prochaine. Donc au bout de ce projet-là, il y a également la mise en place d'un réseau en gros de semences locales pour des éleveurs qui auraient envie de mettre en place des prairies naturelles de Foch sur leur exploitation, de mettre en place ou de remettre en place. Il y a également l'appel à projet pollinisateur, voilà, il y a quelques années, auquel on avait répondu et qui nous a permis justement de lancer les inventaires sur les pollinisateurs sauvages et notamment sur les abeilles, mais également de faire tout un programme de plantation de haies mellifères avec les éleveurs. Alors, sur le COS, ça s'est limité à certains secteurs. Hein. Le but, il n'était pas de fractionner tous ces paysages ouverts avec des haies de partout. On s'est concentré sur les secteurs de culture à l'échelle du COS. Ou aux entrées de hameaux, là où des haies étaient présentes avant et où avaient disparu, pour replanter voilà, des linéaires de haies qui servent aussi bien à la protection des cultures que à mener de la biodiversité et favoriser les pollinisateurs sur ces espaces ouverts. On a également en projet la restauration de l'habitat de nidification de la pigrièche méridionale. Hein. Donc, on est en train de lancer, en lien avec les éleveurs, donc là, qui partira sur des diagnostics par exploitation en fonction de la présence de la pigrièche. Et le but, il est là de lutter un petit peu aussi contre la colonisation des pins qui piquettent petit à petit les parcours. Hein, donc là, on parle du pin noir issu des diverses plantations qu'il y a eu dans les années 60-70 sur le COS et qui maintenant arrive à maturité et disperse des graines un petit peu partout sur les parcours. Et dès qu'on a une baisse de pression pastorale, ben, c'est une problématique de colonisation de pins. Donc là, via une espèce patrimoniale, on essaye de trouver des solutions pour mettre en place des actions, préservation de l'habitat et lutte contre cette colonisation de pins. Philippe en parlait tout à l'heure, donc il est adhérent à la marque Esprit Parc National, donc ça c'est une marque nationale hein, qui a été déposée par l'Office français de la biodiversité qui concerne le territoire des 11 parcs nationaux de France. Donc ce qui va qui concerne diverses productions agricoles, mais également les activités touristiques comme l'accueil. Hein, ça peut être des gîtes labellisés marque Esprit Parc aussi. Donc dans les productions, l'objectif il est de valoriser les pratiques vertueuses, aussi bien dans faciliter la commercialisation. Donc cette marque, elle part d'un cahier des charges par
type de production. Donc les cahiers des charges sont principalement calés, même si ce n'est pas une obligation, principalement calés sur les cahiers des charges de l'agriculture biologique, hein, et avec des gros enjeux qui sont la nature au centre de la production. Par exemple, donc pour l'apiculture, c'est des ruches en bois, une implantation dans un environnement naturel préservé. Donc là, il faut que les ruchers soient sur le territoire du parc. Récolte du miel sans produits chimiques. On demande, nous, côté Parc national des Cévennes, que la miellerie soit également implantée sur le territoire du parc, hein. Ça, c'est une spécificité un petit peu locale. Donc voilà, des productions plutôt très préservatrice de l'environnement, euh, avec une production très locale et identifiée localement, et une production avec une commercialisation plutôt en circuit court qui valorise la vie du territoire avec des ventes à la ferme, mais des ventes dans des points de vente locaux également. Voilà, et avec une implication dans des démarches collectives locales. Donc là, notamment au sein du rucher école des Cévennes, le syndicat apicole voilà, également de Lozère, auquel Philippe participe largement. Merci beaucoup Hervé Voilà. pour ton intervention. On a un petit peu débordé sur le timing, mais je vous propose quand même qu'on prenne quelques questions qui sont remontées. Notamment des questions peut-être pour Philippe autour des haies. Il y a eu des questions sur quel programme t'a accompagné pour la plantation, gestion de haies mellifères. Est-ce que tu as eu facilement accès à des ressources et des informations et pourquoi est-ce qu'il y a un si faible taux de reprise de plants de pépinière? Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de questions, donc peut-être je pourrais y répondre en aparté suite à la réunion, via Amélie, hein, si jamais on n'aborde pas tout. Alors pour les on a donc eu 3 programmes sur le COS qui ont été mis en œuvre. Un premier qui avait été mis en œuvre dans le cadre de Natura 2000, piloté par la Fédération de chasse. Un deuxième par le copage et un troisième par le Parc national des Cévennes. Le copage, c'est une association satellite de la Chambre d'agriculture de Lozère. Donc j'ai eu oui beaucoup de conseils sur le choix des plants. Alors j'étais pas toujours d'accord moi sur justement sur les préconisations de plantation. Parce qu'il me paraissait que tout simplement que certaines espèces et essences n'étaient pas adaptées au COS ou au site particulier de la ferme. Voilà, donc des fois il y a eu débat là-dessus. On m'a parfois imposé certains plans qui n'ont bien sûr pas marché. Donc ça c'est un peu regrettable, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est par rapport donc à ces 4 ou 5 opérations de plantation qu'on a fait depuis une quinzaine d'années, c'est qu'il faut favoriser quand même des plants de pépinière qui proviennent de pépinières d'altitude, puisque nous, on est quand même à 1000 mètres. Donc, il faut déjà des plants qui, dès le démarrage, soient un peu confrontés à ces problématiques de température, d'hygrométrie, de variation de température extrême aussi. Les plants de racines nues ont beaucoup mieux pris que les plants engodés. Donc sur les plants engodés, on est à 90% de pertes. Sur les plants racines nues, on est à 80% de reprise. Donc je pense que c'est important quand même de mettre en avant la problématique des godets, qui sont souvent des plants qui sont poussés dès le démarrage et qui se retrouvent sur des conditions un peu extrêmes. Et malgré les arrosages, ça ne suffit pas. Ils prennent la première année, ils se maintiennent en deuxième, et puis la troisième année, ils finissent par mourir. Voilà, donc il faut bien sélectionner ces plants. Et puis aussi sur le choix des essences, maintenant j'ai un recul un peu sur ce qui prend bien, ce qui ne prend pas bien. Et ça, c'est vraiment d'un site à l'autre qu'il faut analyser la situation. Et des fois, on a des bonnes surprises, des fois des mauvaises. Des fois, on est surpris par certaines espèces qui ne sont pas trop présentes sur le secteur et qui finalement sont hyper bien adaptées avec des taux de reprise à 100%, des croissances des fois impressionnantes même, malgré les conditions.
Voilà, donc il faut, je pense, de toute façon, refaire une haie, reconstruire une haie, c'est du travail de très longue haleine. Comme je le dis, on détruit une haie en 10 minutes et on met 20 ans à en refaire une, quoi. Voilà, donc il faut bien analyser la situation et bien choisir ses plans. Moi, j'ai eu beaucoup de relations avec justement des associations aussi qui travaillaient là-dessus. J'ai organisé sur l'exploitation des rencontres par rapport donc aussi au renforcement des haies, puisque moi, souvent, je ne pars pas quand même de rien. Donc, il y a déjà des espèces qui sont présentes, qui sont la base de la haie, souvent des épineux qui vont permettre justement aussi de limiter la prédation par le grand gibier. Et donc, on maintient ce qu'il y a présent et puis on renforce avec des arbustes, des arbres, des hautes tiges, voilà, qui sont souvent mellifères, mais pas toujours. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, super, merci. Peut-être une dernière question très rapidement, et puis après les questions auxquelles on n'aura pas répondu, on pourra y répondre par l'écrit avec le lien du replay. Peut-être il y a eu quelques questions autour de la prédation et comment vous, sur la ferme, vous gérez au quotidien du coup la présence du loup. Qu'est-ce que vous avez mis en place jusqu'à présent et est-ce qu'il y a un petit peu des expérimentations au niveau de la ferme et du parc qui sont mises en place sur ces sujets-là? Alors, nous, sur la ferme, on a embauché un berger. D'ailleurs, si je suis devant mon ordi, là, en ce moment, c'est que mon berger est en train de garder les brebis. Ma femme est en commission agricole au parc. Voilà, donc, si on veut maintenir un peu aussi du lien social, on n'est pas resté derrière au cul des brebis, il faut embaucher. Donc, on a embauché un berger, on a mis en place des clôtures électriques partout qui ne servent à rien, mais bon, ça fait partie du jeu. On nous a dit que ça marcherait, mais bon, le loup, il n'est pas bête, il passe dessus. Voilà, on a essayé de mettre un âne, ça a marché tant qu'il y avait un loup isolé. Maintenant, on a des meutes, donc ça ne marche plus. Les patous, moi, je suis plutôt anti-patou parce que j'ai été attaqué plusieurs fois, j'ai eu peur. On a le GR qui traverse l'exploitation, on a une piste équestre aussi qui traverse l'exploitation. Donc voilà, on est très inquiet par rapport à ça. En plus, les patous, moi je ne suis pas trop pour par rapport à la biodiversité parce qu'à mon avis, ça bouffe tout. Sur l'exploitation, Hervé vous l'a dit tout à l'heure, on a un site de nidification de Dignème criard qui fait ses œufs au sol. Donc là, si on met un patou, à mon avis, les œufs Dignème, dans 2-3 ans, il n'y en a plus parce qu'ils vont bouffer les œufs. Donc voilà, il faut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faut des loups, mais je pense que l'impact au final, il n'est pas vraiment totalement étudié. Et même pour les abeilles, parce que indirectement, le loup, s'il y a des loups, ben, il y aura plus de brebis. On a déjà 2 exploitations sur le COS qui arrêtent cette année, qui vont mettre des vaches à la place. Donc, s'il y a des vaches, moins bonne gestion des parcours, donc enracinement, donc fermeture des milieux. Alors, on va compenser peut-être en girobroyant. Donc, du coup, on va tout casser. On va casser les murets, on va casser les haies, on va casser les épineux qui sont mellifères, les aubépines, tout va y passer. Donc, c'est pas terrible. Sur les zones à bruyère calune, si on met des vaches à la place des moutons, ben, il n'y aura plus de calune. Donc, il n'y aura plus de ressources pour les abeilles. Voilà, donc l'impact, il est à mon avis énorme et il n'est pas totalement pris en compte. Voilà, souvent, moi, je pense que ça va être très compliqué et moi, enfin, sur l'exploitation, on n'exclut pas non plus d'arrêter les brebis et de mettre des vaches parce que passer des nuits entières à surveiller les brebis, le lendemain à soigner celles qui ont été blessées, ça va un moment, mais quand on travaille 80 heures par semaine, au bout d'un moment, on craque, quoi. Donc voilà, c'est très, très problématique et c'est vrai que ça remet un peu tout en question par rapport à une exploitation vraiment, pour nous, qui était idéale, où on avait vraiment trouvé nos marques et nos repères. Aujourd'hui, un peu tout est remis en question. Voilà. C'est vrai qu'il faut s'adapter, on s'est toujours adapté, donc j'espère qu'on y arrivera, mais c'est pas si simple que ça.
Merci beaucoup pour ton témoignage, Philippe. Je vous propose qu'on arrête ici. Merci beaucoup à tous les deux, Hervé et Philippe, pour vos interventions qui étaient très riches. Et on s'excuse pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On y reviendra par écrit avec le lien du webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation. Et donc, on vous donne rendez-vous pour les prochains événements OSAE, donc des nouveaux webinaires à venir en 2026 et notre quinzaine de l'agroécologie en début 2026 également. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Merci.